Pour le fourreau de l'épée, j'ai donc employé de l'érable ondé. Donc je suis parti d'une planche complète que j'ai coupée en deux dans le sens de l'épaisseur pour le fourreau, mais surtout j'ai coupé une extrémité de la planche qui sert en fait à faire la poignée de l'épée. Et donc ça permet d'avoir une continuité de motif quand l'épée est dans le fourreau, la poignée étant vraiment la continuité du fourreau qui enveloppe la lame, quoi. Lorsque j'ai les deux planches du fourreau, je viens poser la lame sur la planche et pour reporter la forme de la lame. Et ensuite celle-ci sera découpée avec une marge tout autour d'environ 1 cm pour faire les deux bords qui seront collés ensemble. Sinon c'était super sympa, ça s'est vachement bien passé. La garde et le pommeau sont réalisés en bronze. Donc là j'ai préféré partir de barres de bronze pleines et de tailler les éléments dedans en fait, quoi. Donc dans un premier temps la garde, qui est une garde droite pour ce type d'épée. Encore une fois, donc le plus important c'est d'arriver à percer et ensuite à ajuster le trou de la garde le plus près possible de la lame, de façon à ce qu'il n'y ait pas de jeu au final, quoi. Donc il faut encore une fois la rentrer, la ressortir et limer petit à petit, arriver à trouver où ça vient toucher, donc pour qu'il y ait le moins de jeu possible. Sachant qu'à la fin, l'idéal de toute façon c'est de la rentrer un peu en force en venant taper sur le dessus pour qu'elle vienne vraiment épouser la forme de la lame, quoi. Ce que j'appelle poignée, c'est tout l'ensemble, c'est-à-dire la garde, la poignée en bois proprement dite et le pommeau qui vient par-dessus la poignée en bois, mais le pommeau est en deux parties. Ça c'est un montage typique de ce type d'épée. Il y a la partie basse du pommeau sur laquelle on vient mater la soie de la lame et la partie haute du pommeau qui vient par-dessus la partie basse et qui est rivetée sur la partie basse. Très souvent, on retrouve sur la partie basse du pommeau la forme de la garde en plus petit en fait. Je réalise donc la partie basse du pommeau, la partie haute aussi. Les deux parties sont d'abord percées pour la partie basse en totalité, de chaque côté. Et pour la partie haute, c'est percé au même endroit, mais sans que ça traverse. Donc la poignée en bois est, comme je l'ai dit, dans le même bois que le fourreau, en érable ondé.
Le bloc laissé brut dans un premier temps est percé et, de part en part, et ensuite est ajusté sur la soie de la lame de façon à venir rentrer le plus possible en force pour pas qu'il y ait de jeu et éviter qu'il y ait ensuite, quand l'épée est montée, que la poignée vienne bouger à l'intérieur, quoi. Donc là c'est toujours un petit jeu de patience où il faut venir poncer l'intérieur du bois avec une petite lame et puis faire des essais petit à petit pour que ça colle le mieux possible.
Lorsque les éléments sont bien ajustés entre eux, sur la soie ou les deux parties du pommeau, vient ensuite un très long moment de décoration qui est fait en fait avec un petit poinçon et non pas un petit poisson que j'ai la chance d'avoir parmi beaucoup d'autres, qui est très ancien, un poinçon de Sizzler. Et donc je vais frapper ce poinçon avec un marteau en créant une sorte de damier sur tous les éléments de la garde et du pommeau sur les deux faces. Quand toutes les surfaces sont donc poinçonnées avec le motif, il faut, sur la partie haute du pommeau, j'ai décidé de mettre, parce que j'aime assez bien, c'était assez courant sur les épées vikings, 2 tresses de fil d'argent et il y en aura une 3e entre les deux parties du pommeau. Ensuite, dans le pommeau en bronze, je pratique une rainure de à peu près 1,5 mm de largeur sur 2 mm de profondeur, de façon à venir incruster la tresse d'argent en force à l'intérieur de la rainure en bronze. Lorsque les 2 éléments, la garde et le pommeau, ou même les 3 éléments, la garde, les 2 parties du pommeau sont poncées, polies, poinçonnées, avant de faire le montage, il faut faire les patines parce que ça ne sera pas possible de les faire une fois montées avec le bois, etc. parce que la patine est apposée à chaud. Donc là, on risquerait d'abîmer le reste. Donc c'est du bronze avec du nitrate de fer et appliqué à chaud au chalumeau. Tous les éléments sont terminés, ils sont décorés, ils sont patinés. Il faut venir ensuite tous les assembler sur la lame. Donc en premier la garde, ensuite la poignée en bois. Par-dessus la poignée en bois, dans un premier temps, la partie basse du pommeau et la soie de l'épée est coupée à un petit peu plus d'1 millimètre au-dessus de la partie basse du pommeau. Et ensuite, la soie est mattée de façon à venir s'incruster par-dessus cette partie basse et à prendre en sandwich ces 3 éléments-là pour qu'il n'y ait rien qui bouge. Quand ça c'est terminé, la partie haute du pommeau, on vient y insérer 2 tiges de laiton qui sont brasées à l'argent à l'intérieur. Donc là j'ai eu un peu de mal parce que le pommeau étant très massif, au chalumeau j'avais du mal à faire monter toute la pièce à température. Donc j'ai carrément j'ai mis les éléments dans le pommeau avec la brasure et j'ai mis ça au four électrique pour chauffer tout l'ensemble avec en sortant du four un petit coup de chalumeau histoire de chauffer un petit peu les deux tenons en laiton pour que la brasure finisse de prendre. Les extrémités de la tresse passent sous la partie du pommeau du haut
et seront donc ensuite cachés entre les deux parties du pommeau. Là, la rainure est un peu plus profonde sous la partie basse et les tresses sont vraiment rentrées en force à l'intérieur pour ne pas pouvoir ressortir par la suite. Ces deux tenons en fait permettent donc au pommeau de venir s'emboîter par-dessus la partie basse. Avant de les assembler, entre les deux, je suis venu glisser une tresse de fil d'argent qui est aussi fermée en étant brasée à l'argent. En fait, ça fait comme un bracelet ovale et qui est emprisonné entre la partie haute et la partie basse du pommeau. Les tenons traversent la partie basse du pommeau. Et je viens ensuite mater par en dessous de façon à solidariser les deux pièces. Donc là, tous les éléments sont assemblés, l'épée est terminée. En dernier, je fais l'affûtage. Pour être certain que ça coupe, les deux tests basiques, c'est couper une feuille de papier sans qu'il y ait d'accroc, sans que le papier se déchire, et le test de la corde. La corde est suspendue dans le vide, juste par son propre poids, et il suffit de la trancher en une seule fois. L'intérieur du fourreau est ensuite creusé de façon à faire le logement de la lame avec une toupie à bois. L'avantage de la toupie, c'est que ça tourne très très vite et donc on fait quelque chose de vraiment propre et à l'aide d'un gabarit en bois, ça permet aussi d'avoir partout vraiment la même profondeur. Avant d'encoller les deux parties du fourreau, je viens placer un morceau de tissu en laine qui est enduit de graisse et qui est collé sur les parois intérieures du fourreau. Ça permet de protéger la lame de l'oxydation. Donc là, les deux parties du fourreau sont terminées. Il faut donc ensuite les coller ensemble. Les deux parties sont assemblées et pressées avec une grande quantité de serre-joints. Laissées en colle 24 heures, même si on recommande moins. Le fourreau est collé, mais par contre sa forme est assez carrée, brute de décoffrage, c'est le cas de le dire. Donc là, après, au backstand, dans un premier temps, je lui donne sa forme finale, c'est-à-dire que je vais ovaliser toute la forme du fourreau, retirer un maximum d'épaisseur, même si je pense que les fourreaux d'époque, on en a retrouvé, mais pas beaucoup, mais on en a quelques-uns, étaient plus fins que ça encore, mais moi j'ai pas osé descendre plus, donc j'ai gardé il y a à peu près 4 mm de bois. Ça fait toujours bizarre de garder aussi peu de matière, on a l'impression que ça va être fragile, mais c'est vrai que ça reste quand même très solide. Donc là je donne la forme générale et ensuite le reste, tout le ponçage est fait à la main pour avoir toujours un peu comme la lame en fait, une forme plus fluide. Le polissage est moins fin que pour l'acier, mais je suis quand même descendu jusqu'au 400. Pour ce fourreau, contrairement à la première épée que j'avais fait, j'ai fait le passant en bois. Il était fait historiquement, il y a eu un peu de tout, hein. Très souvent en bois, très souvent aussi en os.
quelques-uns en métal, mais c'était plus rare. Là j'ai choisi du noyer pour contraster un peu avec le bois du fourreau. Donc c'est une attache qui est en bois que j'ai collée par précaution, mais qui en fait est surtout ligaturée avec une cordelette tressée sur le haut et le bas du bassin. Deux pièces qui sont petites, c'est le genre de détail, on se rend pas compte si on sait pas, mais ça prend énormément de temps. C'est ce qu'on appelle la chape et la boutrolle. C'est en fait les deux extrémités du fourreau. Pour la boutrolle en bas, je l'ai faite avec 2 feuilles de bronze que j'ai découpées. Et ensuite, il a fallu les marteler de façon à ce que ça vienne prendre la forme de l'extrémité du fourreau. Ces 2 demi-coques sont brasées ensemble à l'argent. Donc ça c'est aussi quelque chose que je fais pas très souvent, surtout sur des grosses pièces comme ça. Donc, un petit peu délicat, ça s'est bien passé. Les 2 pièces, une fois qu'elles sont brasées, il faut que je les forme pour leur donner une forme assez jolie, une échancrure en fait. Donc ça, je fais ça au backstand. Et ensuite, il faut qu'elles soient encore une fois poncées, polies. Et pour finir, je leur fais une patine à base d'acide nitrique et d'oxyde de fer, tout simplement. Donc on obtient du nitrate de fer. Et appliqué au chalumeau à chaud et brosser légèrement avec une paille de fer pour faire ressortir la patine. Pour la chape, donc la partie qui se trouve à l'entrée du fourreau, c'était un petit peu plus simple parce que c'est en fait toujours une feuille de bronze mais qui est enroulée sur elle-même, un petit peu comme une bague ovalisée. Il y a une deuxième pièce de bronze plate qui elle fera l'entrée du fourreau. Qui est encore une fois brasée à l'argent à plat par-dessus la bague. Et ensuite, la partie plate, je la découpe pour faire la forme de la lame en fait, qui vient rentrer dans le four.
Donc une fois que la chape et la boutterole sont terminées, elles sont collées, donc c'est enfoncé en force et collé avec un colle bicomposant époxy. Cette réalisation m'a demandé pas mal de travail. J'avoue que je suis très content d'y être arrivé, même si ça s'est passé qu'au deuxième essai. Et aujourd'hui, le client l'a reçu. Il en est très content. Moi, je suis content d'avoir fini quand même, parce que c'était pas évident. Je crois que j'attendrai un petit peu avant d'en faire une autre dans le même style.